Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. À 5 ans, je me rends compte que c'est soit je me bats ou soit je sombre. Ce qui importe, c'est pas que ce soit arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je n'ai pas peur de perdre ce pourquoi je me suis battu pendant 20 ans. Finalement, de quelque chose d'extrêmement dramatique, tu en as retiré de l'or. On va vivre des échecs, bien sûr, et ça fait partie d'un parcours, c'est normal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. Pourquoi un sujet autour de l'échec ? J'aime à dire que les 15 dernières années de ma vie sont une ode à l'échec. Et je vous rassure, il ne s'agit pas du dernier best-seller qui a cartonné dans les librairies. Bien au contraire. Mon palmarès, il n'est pas très reluisant. J'ai travaillé plus de 7 années, cœurs et âme, sur des projets qui n'ont jamais décollé. J'ai connu également la patience d'un amour qui ne s'est pas concrétisé, ainsi que des amitiés chères qui se sont tragiquement brisées. Ces événements mis bout à bout m'ont laissé un goût amer. J'ai eu le sentiment que jamais je n'y arriverais. Il y a eu la honte, la culpabilité, une perte totale de confiance et d'estime personnelle. Pendant cette période sombre, j'aurais aimé croiser le chemin de personnes authentiques et sincères qui, par leur parcours de vie, m'auraient aidé à prendre du recul sur la mienne, d'apprécier les instants présents et d'être dans la gratitude du chemin parcouru. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que la réussite ? Si ce n'est d'avoir l'exigence de se relever quand on est tombé et celle de se mettre en mouvement quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle j'ai créé We Talk, pour donner la parole à des personnalités au parcours atypique, authentique, qui pourront par leur histoire m'édifier, vous édifier vous qui écoutez aujourd'hui à l'instant, qui traversez peut-être la tourmente de l'échec, et prévenir un petit peu, très humblement, ceux dont le chemin semble tout tracé, leur dire que l'échec fait partie intégrante de l'équation de la vie. Car oui, aujourd'hui peut être difficile, mais demain offre toujours la perspective d'un meilleur. Vous souhaitez réagir, me faire des suggestions sur des invités que vous souhaitez écouter sur ce podcast ? Ça se passe sur Instagram, 8talk-8 TV. Bonjour Bulint. Bonjour Mon Nicole. invité du jour, c'est Bulint Turan. Il y a un passage obligatoire quand on est sur 8talk. C'est que j'aime présenter mes invités au travers d'un conte. Parce que j'adore les contes. La petite fille à l'intérieur de moi est toujours complètement dans les nuages. Est-ce que tu es prêt à entendre la tienne ? Avec plaisir. Bien. Il était une fois un garçon timide et au cœur pur du nom de Bulint Turan. Bulint avait une particularité. Il se posait sans arrêt les mêmes questions. Pourquoi moi ? Suis-je un si mauvais garçon pour avoir été abandonné ? Ne suis-je pas assez bien pour eux ? En effet, pour des raisons mystérieuses, qui lui semblaient en tout cas mystérieuses, Bulint avait été séparé des autres membres de sa famille. Dans son incompréhension d'enfant, l'unique chose qui l'obsédait demeurait le « pourquoi ». Et comme toute chose qui obsède, ces questions sans réponse prirent possession de son cœur pour le transformer en un gigantesque cratère de colère. Bulint devient un garçon désobéissant, rejetant toute forme d'autorité. Quelques années plus tard, les retrouvailles ont enfin lieu, mais la colère du petit Bulint demeure la même. Face au désarroi de son fils, son père trouve une solution toute particulière. Inscrire Bulint à des cours de kung-fu. Pour Bulint, c'est la révélation. Plus qu'une discipline, il vient de trouver une famille de cœur. Les préceptes de cet art martial l'aident à prendre du recul sur ses multiples questions. Il a trouvé la pierre philosophale qui donnerait désormais un sens à sa vie, la paix. Qui est Bulint Turan aujourd'hui ? C'est un homme aux multiples réalisations. Il est 12 fois champion de France de Kung-Fu et a été professeur d'arts martiaux pendant plus de 20 ans. Bulint, c'est aussi un conteur affolant. Il a passé, écoutez bien, 32 947 heures d'entraînement
et a effectué 192 compétitions à travers le monde. Il a formé plus de 1500 élèves et réalisé 227 ateliers et conférences sur le mindset et le leadership. Au-delà de ces chiffres qui donnent le tournis, Bullitt est avant tout un homme audacieux, instinctif, un coach en leadership et neurosciences qui partage avec beaucoup de générosité la sagesse acquise auprès des moines tibétains. Waouh. Alors, en une petite aparté, j'ai eu du mal à trouver des informations sur Bullitt que je connais depuis à peu près 1 an. Je me suis mise au défi de trouver quelque chose qui me permettrait de raconter son histoire. Est-ce que je brûle? Est-ce que je suis totalement glaciale ou est-ce que je suis entre deux? Tu brûles. Ah waouh. Bah merci. Bravo. Merci. Bon, Bravo. j'ai tapé juste, plutôt bien. Plutôt très bien. C'est vrai Bon, que je ne suis pas forcément visible d'une Oui. certaine manière sur les réseaux sociaux et on en a parlé effectivement. Peut-être une question de pudeur ou peut-être une question de temps, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que tu es allé chercher vraiment des moments de ma vie qui ont été bonnes ou mauvaises, peu importe. Oui. C'est une perception de la réalité qu'on a chacun, chacune, qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que ça fait quand on est si jeune et qu'on est séparé de sa famille, qu'on ne comprend rien? Alors, la première réaction en réalité, c'est que on n'a pas forcément conscience au départ, puisque c'est vrai que j'ai été séparé, moi, à l'âge de 9 mois. Je suis né à Paris. Oui. À l'âge de 9 mois, mes parents m'ont déposé chez mes grands-parents en Turquie, tout simplement parce qu'ils étaient venus en France, comme beaucoup de parents à l'époque, en tous les cas d'origine turque et autres, pour gagner leur vie, en fait, pour sortir d'une certaine tristesse financière, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ils m'ont déposé là-bas, et c'est vrai que j'ai revu mes parents à l'âge de 4 ans seulement. Ah oui. Et donc, ça fait quelques années sans eux, sans comprendre pourquoi ils m'ont laissé. Et effectivement, lorsqu'on est enfant, et comme tu l'as si bien dit, tu as conté une histoire, on se fait des histoires, on se crée des scénarios. Et dans la tête d'un enfant, on se crée beaucoup de scénarios. En Oui. réalité, en se disant, mais pourquoi mes cousins, les enfants avec lesquels je joue, ont des parents, et moi, j'ai pas de parents, en fait. Et on essaie de comprendre pourquoi un enfant peut être abandonné comme ça, sans avoir forcément la vraie perception de la vie, les conditions financières ou toutes ces choses qui sont une vraie réalité pour mes parents qui n'auraient bien sûr jamais voulu abandonner leur enfant, ce qui est tout à fait normal comme tout parent, Oui, bien sûr. mais qu'on sait seulement après de très nombreuses années en réalité. Donc voilà, la première question, je ne sais pas si elle répond en tous les cas à ta question, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se pose beaucoup de questions, Oui. on se forge un état d'esprit, on se crée de la colère, on se crée... Alors moi, j'ai créé la violence en plus, donc ce qui n'est pas forcément un plus, mais on crée en fait un certain état d'esprit, on crée un petit bonhomme sur mesure Oui. qui est le résultat de ce qu'il pense être juste, alors que ce n'est pas forcément la réalité, D'accord. parce que la réalité est tout autre. Oui, bien sûr. Mais ce petit bonhomme qui crée des choses dans sa tête, à un moment donné, je pense qu'il y a 2 voies. Il y a une voie où on a une énergie qui peut être la colère, qui peut être l'incompréhension, qu'on peut diriger dans un sens. Et on a une énergie qu'on peut aussi diriger dans un sens qui peut être productif pour la personne, qui peut être un vrai moteur. Et au départ, c'était plutôt dans le premier mode, un peu destructeur finalement pour moi et pour les autres. Oui, bien sûr. Et ensuite, la deuxième phase, cette colère et cette énergie qui était très puissante en moi. Alors, j'avais la chance d'avoir beaucoup d'énergie. Eh bien, j'ai réussi à la mettre dans quelque chose, et tu en as parlé, c'est les arts martiaux, qui a vraiment créé une colonne vertébrale chez moi et qui a changé en réalité toute ma vie après. D'accord. Ok. Et comment ce garçon de 9 ans, comment le kung-fu, un art martial, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce petit garçon, de cet enfant, enfin, si on fait appel à ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il ressent la première fois qu'il rentre dans un club de kung-fu? Qu'est-ce qu'il se dit? La première fois que je rentre en fait dans ce club, dans ce dojo, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de la compréhension, parce que je pensais avoir été incompris jusque-là, et c'est ce qui créait peut-être ma violence D'accord. et ma colère. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents, et c'était quelque chose de répétitif en réalité, puisque ça tourne en tête, c'est un cercle vicieux.
dans lequel on est vraiment dans une spirale en réalité qui nous met vers le bas, qui nous tire vers le bas. Oui. Et on essaie de s'en sortir aussi d'une certaine manière. Et comment on s'en sort? Par le fait de vouloir être visible, par le fait de sentir qu'on est un enfant déjà, un humain. Je pense qu'il y a cette notion de visibilité qui est importante. Oui. J'avais l'impression d'être transparent en réalité auprès de mes parents. D'accord. Parce que la première question qu'on se pose, c'est si je n'avais pas été transparent, si j'avais été une personne qui comptait pour mes parents, je n'aurais sûrement jamais été abandonné. D'accord. Donc c'est le schéma dans lequel C'est le schéma dans lequel, pendant exactement. tu étais petit. Et donc, pour être visible, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour être visible? On ne fait pas que du bien. Oui. Je me battais à l'école, j'étais vraiment pas très très bien à l'école en tous les cas, même si Oui. je travaillais bien, mais j'étais pas, j'avais cette violence qui faisait que mes parents étaient convoqués tout le temps à l'école, et donc j'existais à travers ça en réalité. Et lorsque j'ai fait mon premier pas dans ce dojo, j'ai l'impression d'avoir été compris et sans avoir été jugé par qui que ce soit, avec des gens qui sont neutres, Oui. avec des personnes qui étaient très sympathiques et empathiques. Et il y avait de la beauté en fait derrière ce qui se cachait dans ce dojo aussi. Je voyais ces personnes. Alors j'avais toujours été dans le sport, mais dans divers sports, mais dans cet art martial. Alors bien sûr pas le premier cours forcément, mais avec le temps, j'ai compris ce qu'était l'art à travers le corps, ce qu'était l'énergie dépensée et de quelle manière la dépenser à travers le corps et le mental. Oui. Que mon corps pouvait créer des choses et que je pouvais également exister différemment pour d'autres personnes. Waouh. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller chercher plus loin, de me pousser plus loin aussi, jusqu'à la compétition, jusqu'à différentes choses en réalité. Donc tu as compris, et ça c'est finalement très très jeune, avec cet art martial, que tu pouvais exister en dehors du regard des autres. Exactement. Est-ce que ça t'a permis de te réconcilier avec tes parents, du coup? Alors, ça m'a pas permis tout de suite de me réconcilier avec mes parents, Oui. parce que j'avais toujours en arrière-plan, cette idée de me dire je suis toujours... l'histoire du canard noir en réalité, hein, Oui. le canard boiteux, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Mais donc j'avais toujours ça en arrière-plan, et ça m'a pas empêché d'évoluer par ailleurs. Mhm. Ça m'a peut-être même mis une certaine dynamique et une énergie pour pouvoir me dépasser et puis réussir des choses, mais toujours dans cet état d'esprit de me rendre visible et d'exister vis-à-vis de mes parents. Donc je faisais plein de choses en parallèle, corps et âme, vraiment. Oui. J'ai pas vraiment, on m'appelait la machine pendant longtemps, donc j'ai vraiment pas de limite à me dépasser mentalement et physiquement dans plein de choses différentes. Mais ça ne m'a pas tout de suite réconcilié avec mes parents, ça m'a réconcilié avec mes parents. Alors malheureusement, ce qui m'a réconcilié avec les parents, pour être très honnête, c'est quelque chose qui a été dramatique, c'est la perte de mon frère. Ah oui. J'ai perdu un frère, j'avais la vingtaine, et ça a été quelque chose qui a changé considérablement mon rapport à la famille, mon rapport à beaucoup de choses. Et je pense que ça a été un moteur également qui m'a propulsé, que ça soit dans les arts martiaux, que ça soit dans les affaires, dans tout ce que j'ai pu réaliser par la suite. D'accord. Donc en fait, finalement, premier événement où il y a l'incompréhension totale, tu fais la rencontre de cet art martial qui te réconcilie un petit peu avec toi-même, et ensuite un événement plus dramatique devient finalement aussi un tremplin vers un mieux-être. Oui, alors bien sûr pas tout de suite. Hein. Oui, pas tout de suite. Parce que lorsqu'on vit ça, mon frère avait 12 ans, donc ça s'est arrivé d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de mots, c'est quelque chose qui détruit une famille en réalité. Et on parle de résilience, on parle d'échec, là on est en plein dedans. Là on se dit mais c'est quoi la vie en réalité? Pourquoi mon frère? Pourquoi à cet âge? Pourquoi ça nous tombe dessus? Enfin voilà, on se pose plein de questions. Tu ne rentres pas dans une nouvelle spirale de colère à ce moment-là? Il y a une très grande colère, bien sûr, il y a une très très grande colère vis-à-vis de moi déjà, parce que je me dis que j'ai pas été assez proche de mon frère. Enfin, on se pose plein de questions à ces moments-là en réalité. C'est pour ça que c'est important de vivre chaque jour comme il se doit et de donner le maximum qu'on puisse donner, parce qu'on ne sait pas quand s'arrête la vie. Et moi, je l'ai vécu. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment des leçons de vie. Oui. D'être déjà dans l'ouverture, dans la générosité du temps, de plein de choses, et de considérer les choses différemment. Wow. Mais au départ, bien sûr, on n'arrive pas en se disant je change ma vie. Non, pas du tout. Au départ, il y a un deuil qui est important, qui est là. Je suis le plus grand de la famille. J'ai encore un frère. On était 3 frères. J'ai un autre frère également qui est dans cette
qui est plus jeune que moi lui aussi et qui a peut-être du mal aussi à dépasser cette chose, Oui. ce deuil. Et j'étais le plus grand, donc j'ai pris beaucoup sur mes épaules pour faire en sorte de relancer un petit peu cette dynamique familiale. Mes Oui. parents, qui étaient, comme Dans on peut l'affliction, l'imaginer, oui. Très profondément en tous les cas, sous-sol, par ce départ tragique et inattendu. Waouh. Ça, c'est totalement inédit, là, pour le coup. Et comment donc une famille, comment on traverse finalement une épreuve comme celle-là? Parce que pour moi, c'est l'épreuve ultime d'une vie. Des parents, on dit dans le cycle normal de la vie, les enfants doivent nous survivre. Et comment est-ce qu'on traverse cette épreuve? Alors effectivement, pour revenir à ce que tu dis, on a dans l'esprit qu'il y a un ordre, Oui, que les plus vieux partent avant, etc. Et cet ordre a été complètement cassé dans mon esprit. oui, Donc ce qui a changé aussi beaucoup de choses, finalement, vis-à-vis des personnes qui m'entourent. Donc il y a ça. Ensuite, le dépasser, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, mon frère est toujours dans mon esprit et quasi quotidiennement. Ça fait 30 ans maintenant. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne dépasse pas. On prend juste de la hauteur par rapport à ça, à cette situation. Je pense que pour une maman, c'est quelque chose qui est atroce. Donc, on ne passe pas à côté. C'est Oui. quelque chose qui est là, qui est présent et qui change toute notre vie, toute la perception qu'on peut avoir d'une réalité. Donc, je pense qu'on ne dépasse jamais ces choses-là. On les vit différemment. On prend du recul. On est apaisé avec le temps. Le temps, en fait, c'est le meilleur médicament qu'il puisse y avoir oui. dans un parcours comme celui-ci. Et donc, la patience est importante, le support est important, l'amour est important, la présence est importante. Donc, c'est de cette manière, je pense, qu'on arrive peut-être d'une certaine manière à passer outre et à regarder les choses différemment. Oui. Et à continuer à réaliser des choses en réalité. Parce que je pense que dans la vie, c'est comme une eau qui stagne, elle pourrit. Donc l'idée, c'est d'être tout le temps dans l'action, dans le mouvement. Oui. Et je pense que le fait que moi, je me suis mis dans le mouvement a aidé mes parents aussi d'une certaine manière à prendre du recul par rapport à cette situation tragique. Waouh. Parce que cette colère peut-être, ou ces colères, je les ai transformées vraiment en moteur. Oui. Ça m'a permis d'aller encore plus loin dans mon parcours sportif, Oui. en équipe de France, de Kung Fu, dans mon parcours professionnel aussi, dans mes différents domaines de vie. En réalité, ça, je pense, eu un impact très important. Parce que finalement, la douleur n'était pas quelque chose que je prenais en compte. Le dépassement était juste normal et je devais faire plus que les autres encore pour peut-être essayer d'oublier ce qu'il y avait en arrière-plan. Oui. Parce qu'on a parlé d'abandon, mais l'abandon était complètement oublié. On était passé à autre chose qui était plus puissant encore pour moi. Donc on est tout le temps là, en réalité, à faire plus. Parce que ce plus nous permet de nous projeter dans un autre état de conscience qui fait qu'on ose oublier un petit peu ou mettre de côté ce qui nous est douloureux. D'accord. Donc voilà. Wow. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait l'expérience du deuil. Et le plus important, ce que moi je retiens de ce que tu dis, c'est de se mettre finalement en mouvement. Et dans ce mouvement, en tout cas, on arrive à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à accéder à une nouvelle dimension de nous-mêmes et d'une certaine manière à vivre en l'honneur de la personne que l'on a perdue, et en tout cas lui rendre hommage chaque jour qui passe avec Complètement. notre dépassement de soi, si je comprends bien. Complètement, c'est exactement ça. Et puis c'est dans la continuité finalement de la relation que j'avais avec mon frère aussi, Oui. qui faisait du kung-fu comme moi aussi, et donc il voulait faire de la compétition. Il était toujours très fier quand je ramenais une médaille à la maison. Donc c'était vraiment une continuité. Et puis effectivement, comme tu le dis, c'est rendre hommage et continuer un petit peu les rêves qu'il avait pour lui et pour moi. D'accord. Voilà. Ce n'est pas trop lourd à porter? Non, je pense pas. Je pense pas. Après, effectivement, c'est une question qui revient souvent en réalité. Oui. Est-ce que tu n'as pas pris un peu trop sur tes épaules à ton jeune âge? Je fais non, ça fait partie de ma vie. C'est ma vie. En réalité, je pense qu'elle devait être comme ça. Oui. Et j'en suis content. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont moins bonnes.
La vie, c'est ça aussi. J'apprends, je prends des portes parfois. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est très douloureux. Oui. Mais je pense qu'il y a une manière de les dépasser. Et quand on a dépassé quelque chose de très fort, il y a plein de choses en fait qui deviennent très légères. Waouh. Quand on a dépassé quelque chose de très Eh fort, oui, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus légères. bien sûr. Aujourd'hui, comme tu le disais, et comme je viens d'en parler, j'ai perdu des choses qui étaient très fortes pour moi. Oui. Et aller appeler un client, mais c'est quoi en fait? Aller à un rendez-vous, c'est quoi? Aller faire face à... Mais c'est quoi en fait? C'est pas grand-chose en réalité par rapport à ça. Donc je pense que lorsqu'on met tout ça dans la mesure, il y a des choses qui sont tellement plus fortes. Et lorsqu'on se met en perspective par rapport à ces situations-là, il y a des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Alors, ma question, elle est un peu... je ne suis pas sadique, hein, mais est-ce que tu penses que dans le parcours d'une vie, il faut que l'on rencontre une difficulté telle qui nous permette finalement de prendre de la hauteur et d'être finalement plus proactif sur sa propre vie, de ne pas être dans les lamentations, de ne pas rester sur un échec? Est-ce que tu crois que un échec cuisant, une épreuve vraiment difficile, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le parcours d'une vie Alors, pour apprendre? Nécessaire, je ne pense pas. Oui, Et je souhaite d'ailleurs à personne de vivre ça parce que je pense que chacun a une capacité à vivre certaines choses. Peut-être que moi j'ai eu une capacité autre parce que j'avais déjà développé certaines compétences, j'en sais rien, mais qui m'ont permis de vivre la chose et comme je disais en fait de transformer une énergie qui est peut-être un peu négative vers du positif oui, et que ça soit un moteur. Mais le fait d'accumuler et de vivre des choses qui ne sont pas simples permet de faire grandir cette zone de confort en réalité et de sortir et puis d'être beaucoup plus présent. C'est comme le stress. Mhm. Plus on va se mettre dans des situations de stress et moins lorsque on sera dans une situation entre guillemets banale de stress, oui, on sera nous stressé. Donc c'est vraiment une capacité à développer des choses, un mental, oui. c'est vraiment le mental en réalité, une approche par rapport au mental qui va faire que on va développer cette force qui va nous permettre de nous relever. Après, est-ce que tout le monde a besoin forcément de vivre quelque chose comme j'ai pu le vivre pour devenir quelqu'un? Je pense pas. Il y a plein de gens qui ont réussi plein de choses et qui n'ont pas eu besoin de ça, et heureusement. Heureusement, oui. D'ailleurs, bien sûr. Après, on peut juste avoir des objectifs Oui, et être déterminé, avoir de la persévérance, avoir juste un rêve qu'on a envie de réaliser, tout simplement. Et donc, on n'est pas obligé forcément de passer par des choses dramatiques. oui. On va vivre des échecs, bien sûr, et ça Mhm. fait partie d'un parcours, c'est normal. Des échecs, on en vit tout le temps, tout le monde en vit. Enfin, je pense que tout le monde a eu, j'espère, enfin, je pense, en tous les cas, puisque c'est une manière en réalité de pouvoir passer à un autre niveau, Oui. de pouvoir se remettre en question, de pouvoir prendre confiance aussi. L'échec, c'est pas obligatoire, mais je connais beaucoup de monde et je pense que tout le monde est passé par des échecs. Par des échecs. Et en parlant d'échecs, quel est alors, la pire échec? Enfin, on dit un échec. Le pire échec que tu aies vécu de toute ta vie et que tu n'as jamais raconté, en tout cas à presque personne, dont tu as le plus honte, on va dire. Alors, honte, je ne sais pas, mais en Oui. tous les cas, moi, j'avais un rêve Oui. à une époque. Moi, j'aimais beaucoup, bien sûr. Il y a quelque chose qui m'a poussé aussi dans les arts martiaux. Moi, j'étais un fan de Jackie Chan. Mhm. J'étais un fan de Bruce Lee. J'étais un fan de tous les films d'arts martiaux. Oui, ça me fait penser à ma très, très, très tendre enfance. Mes ben, frères, voilà. ils étaient très, très fans. Voilà. Donc, j'avais toutes les cassettes vidéo. Alors, je sais que ça n'existe plus maintenant, mais les cassettes vidéo de Jackie Chan. Je me rendais dans les salles le samedi pour aller voir des films d'arts martiaux, etc. Et mon rêve était d'être un acteur dans les arts martiaux et autres. Et donc, j'ai poussé un peu le truc pour voir si j'avais cette possibilité, cette capacité. Oui. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes, et notamment une personne, alors moi je suis d'origine turque, Mhm. une star en Turquie qui est venue à Paris pour faire une conférence contre la drogue pour les Oui. jeunes. Et j'ai eu l'occasion de dîner avec cette personne, et qui m'a invité à Istanbul à l'époque. Et c'était pour moi l'occasion justement peut-être d'être une mini-star, À ce un début, moment-là. quelque chose, voilà, à ce moment-là. Donc j'y suis allé, j'ai fait plein d'entretiens, plein de choses, on m'a proposé des choses, mais qui ne me convenaient pas moi personnellement. Et je l'ai vécu en fait comme un échec. Mais en réalité, je me dis, c'est bien Oui. d'être allé jusqu'au bout de l'exercice. Mhm. Je suis rentré après ça en me disant, finalement, être comédien ou être acteur dans les arts martiaux, Oui. c'est pas mon truc. Je vais continuer à faire différemment. Donc, j'aurais pu continuer à vivoter puisque j'ai fait
fait des castings, on fait des choses. Hein. Oui. J'aurais pu continuer en fait à persévérer Oui. dans ce domaine pour peut-être rien faire, peut-être, ou pas, j'en sais rien. On n'en sait rien, mais en tout cas, tu as eu suffisamment de recul sur toi-même pour te dire Exactement. non, c'est peut-être pas le chemin. Parfois, c'est important, je trouve, d'aller jusqu'au bout des choses, d'essayer en tous les cas d'aller jusqu'au bout des choses. Oui. Et je me suis dit, je pense que là, j'arrive au bout du tunnel, dans cette direction-là. Donc, je vais peut-être me concentrer sur ce que je sais faire et ce que je peux peut-être approcher différemment. Et je mets ça de côté. Et donc, je ne sais pas si c'est un échec, mais je pense que oui, d'une certaine manière dans ma En tout tête. cas, c'était un objectif que tu C'est un souhaitais objectif, atteindre et que exactement, tu n'as pas... que j'ai pas atteint, même si, et parfois on peut se lancer, on peut avoir un rêve, et puis ce qui est important, je pense, c'est d'essayer d'aller toucher du doigt Oui. ce rêve, et peut-être que en y touchant, on peut se dire simplement, c'était pas si beau que ça, c'était pas si facile que ça, c'était pas si, et peut-être que ma vie n'est pas là, voilà, ma trajectoire n'est pas ici, donc maintenant, je me remets dans la trajectoire pour continuer ce que je sais faire, ce que j'ai à faire. En gros, finalement, il faut faire preuve d'audace. Oui, Avoir des rêves qu'on est prêt à mettre sur... en tout cas, que l'on va chercher et qu'on essaye d'atteindre, en fait. alors l'audace pour moi, c'est quelque chose, puisque tu parles d'audace. Oui. Moi, je suis un introverti. Je suis beaucoup dans la réflexion, en fait, dans l'analyse, dans plein de choses. Et en revanche, j'ose. Si j'ai un truc en tête, je le fais. D'accord. Fake it until you make it, comme on dit chez Oui, les Américains. Chez les Américains. Échoue moi- vite. Et, Exactement. Voilà. Mais dès que il y a quelque chose en fait qui me plaît, ou il y a une proposition, même si je ne suis pas prêt, oui. je vais accepter audacieusement. Je vais me préparer de telle sorte à ce que je puisse délivrer Oui. ce qu'on me demande. D'accord. Mais en tous les cas, je ne refuse pas et je suis toujours dans cette audace de me dire je vais monter sur scène, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça fait partie. Je me dis pas non, j'ai peur. Non, je me cache pas derrière quelque chose en fait. Donc cette audace est devenue quelque chose qui me donne de la confiance en réalité et qui Oui. m'apporte de l'adrénaline aussi. Tiens, on parle d'audace, on parle de confiance. Comment on fait pour acquérir de... Alors, on est un peu allé un peu rapidement, vite en besogne. Voilà. C'est vrai, j'ai présenté un compte, je t'ai présenté, mais qui es-tu, toi Est-ce que tu peux dire qui tu es aux auditeurs de WeTalk? Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots cette fois-ci? Me présenter. Alors, oui, je peux me présenter. C'est vrai que j'ai une vie, comme tu as pu le citer tout à l'heure dans le compte. J'ai été sportif de haut niveau. Oui. Effectivement, j'ai représenté la France pendant une quinzaine d'années à peu près, dans les différentes compétitions internationales, comme tu as pu en citer certaines. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans Oui. à Paris. Donc, j'ai formé des compétiteurs, j'ai formé des élèves. Ça a été un vrai plaisir pour moi. Oui. J'ai une carrière de plus de 20 ans aussi en tant que dans la vente, en tant D'accord. que direction des ventes et direction commerciale dans le monde de l'IT. Donc, j'ai travaillé principalement pour 3 sociétés, Acer, Samsung et LG, voilà, où j'ai eu des équipes. J'ai travaillé sur plein de domaines différents, très intéressants aussi. J'ai arrêté tout ça il y a à peu près maintenant 9 ans, où j'ai créé ma boîte. D'accord. Aujourd'hui, j'interviens sur le leadership, sur le management, sur le coaching. En réalité, ce que je fais, c'est que je partage toute mon expérience de vie d'une certaine manière, de manière structurée, en ayant toujours cette colonne vertébrale du sport, Oui. du sport de haut niveau et du mental. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui me plaît d'autant plus, ce que je fais actuellement. Je travaille avec une marque, je ne sais pas si on peut citer les marques ou pas, mais avec Orange, et je forme jusqu'à fin mai 700 personnes qui vont être présentes sur tous les sites des Jeux Olympiques Waouh. en préparation mentale et physique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose donc ça me ramène aussi à mes premiers amours. Donc voilà, je suis très heureux de faire ça. Écoutez ce podcast parce que ça va, c'est de la préparation physique, mentale de haut niveau. En tout cas, moi, je me prépare mentalement. Et qui est-ce que je suis? Je suis quelqu'un de très curieux. Oui. J'ai fait le tour des arts martiaux, le tour du monde des arts martiaux. Mhm. Donc j'aime aller, je suis allé en Thaïlande m'entraîner, je suis allé en Corée, je suis allé en Chine, je suis allé vraiment partout. J'aime beaucoup aller chercher de nouvelles choses. Ma base est le kung-fu, mais je suis allé faire de la capoeira au Brésil, je suis allé faire de la boxe thaïlandaise en Thaïlande. Voilà, j'aime vraiment ça. Oui. Je me prépare aussi et je me suis formé avec les
plus connus, les Américains notamment, sur la respiration, sur vraiment des thématiques qui sont qui, moi, ont été des supports très importants dans ma carrière sportive. D'accord. Pour aller plus loin et pour pouvoir partager. Mon objectif, en fait, à moi, il est très simple. C'est tout ce que j'apprends. Je veux que ça soit non pas de la théorie, mais de la pratique, et que les personnes puissent repartir. Comment je gère une situation de stress, par exemple, mais de manière pragmatique. Comment je vais gérer une tension de manière pragmatique. Comment je vais pouvoir faire circuler mon énergie dans mon corps de manière rapide, mais de manière pragmatique. Donc tous ces éléments-là, en fait, je les cultive, je les travaille, et je continue à le faire. Donc c'est qui je suis, c'est une personne qui aime partager des choses, qui, je pense, a des valeurs qui sont en miroir direct avec les valeurs des arts martiaux aussi, le respect, l'humilité, la communication, la générosité. Voilà, j'essaie en tous les cas de l'être. Et puis, que dire de plus? Je ne sais pas en fait. Si ce n'est qu'on va rebondir maintenant sur la fameuse confiance en soi, parce que tu te donnes des conseils sur la gestion de la confiance en soi, de l'estime de soi. Comment on fait? Est-ce que la confiance, c'est comme un interrupteur sur lequel on appuie? Bon, bah tiens, on a appuyé, j'ai confiance en moi. Comment on fait? Comment toi, tu as fait pour cultiver cette confiance en soi et cette estime également de soi? Alors, effectivement, ça ne marche pas comme ça. Oui. Enfin, ça se saurait s'il y avait juste une pilule pour avoir confiance en mais soi. C'est que à mon avis. je ne serais pas en train de faire WeTalk aujourd'hui, très clairement. Donc, c'est un parcours, la confiance en réalité. La confiance, c'est une des parties de l'estime de soi. L'estime de soi, il y a 3 composantes. Il y a l'image qu'on a de soi, il y a la valeur qu'on se donne, et puis il y a la confiance en soi. Et en réalité, je trouve que la confiance en soi est peut-être la plus simple de ces 3. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va se produire à travers la réalisation, à travers la mise en action en réalité. D'accord. Dès que je me mets en action sur tel ou tel domaine, je vais avec le temps, à force de répétition, commencer à avoir confiance en moi. D'accord. Si demain je décide, par exemple, tu es en train de faire WeTalk, peut-être qu'au départ c'est un peu compliqué, mais lorsqu'on discutera de WeTalk dans 10, 15, 20, 30 épisodes, eh bien, tu verras que tu auras entièrement confiance et ça sera naturel en réalité. Tu auras mis des choses, tu auras développé des choses. Donc, je pars toujours du principe que la confiance en soi est quelque chose qui se travaille à force de volonté, à force de persévérance et à force d'action. On est toujours dans cette notion d'action. Toujours. Si je me mets en action, je peux développer ma confiance. Et je pars toujours d'un principe aussi, c'est que souvent, moi, j'interviens aussi parfois chez les jeunes, les adolescents et autres, parce que j'aurais aimé, moi aussi, avoir des personnes qui me donnent des voies, des clés. Les arts martiaux m'en ont donné, donc ça a été très bien. Mais j'ai envie, moi aussi, de partager des choses. Et je me rends compte souvent que les jeunes, en fait, arrivent avec cette étiquette de « je n'ai pas confiance en moi ». Souvent, je leur dis « mais je ne suis pas d'accord en réalité ». Pourquoi ? Parce que dans ta vie, que ce soit avec tes amis, quand tu communiques avec eux, tu as confiance en toi. Oui. Les personnes me disent oui. Quand tu fais telle ou telle activité, tu as confiance en toi. Mais oui. Quand je joue aux jeux vidéo, tu as confiance en toi quand tu es face à... Oui. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas confiance en toi. En revanche, tu as sûrement un manque de confiance en toi dans certains domaines, dans certains environnements ou avec certains types de personnes. Wow. Donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir de quelle manière et dans quelle situation, dans quel environnement tu n'as pas confiance. Et qu'est-ce que tu peux développer comme compétence pour pouvoir, ou comme expérience, pour pouvoir avoir confiance dans ce domaine-là. Oui. Avec ces personnes-là peut-être. Et donc ça te met à chaque fois en réalité dans une phase, je parlais tout à l'heure de la zone de confort, et c'est un peu pareil en réalité. C'est comment je vais développer cette confiance de plus en plus, et plus tu vas rentrer dans l'action, plus tu vas te comprendre et comprendre les autres, et ce qui te met en difficulté, et plus tu vas y faire face, et plus tu vas être enclin à développer cette confiance, et plus tu vas développer cette confiance en réalité, et plus tu vas augmenter ta valeur et ton image aussi. Donc l'estime, en fait, elle grandit d'une certaine manière. C'est comme une pyramide. Donc tu vas la faire grandir progressivement. Mais ça passe par vraiment une connaissance de soi. C'est important de se connaître. Pour avoir confiance déjà, il faut avoir conscience de ses talents, par exemple. De se dire, et ne pas se dire que telle ou telle chose est naturelle. Il y a plein de choses qui ne sont pas naturelles pour les autres, qui sont peut-être pour toi. D'accord ? Donc c'est important de les noter. De dire, tiens, quand je suis dans telle situation... je mets en avant ce talent-là qui me permet, je ne sais pas moi, de rentrer en relation plus facilement avec les autres, de prendre la parole, de compter un compte. Tout ça, c'est des talents et c'est important de les mettre en avant, de les comprendre. Et puis,
quand tu as un manque de confiance à un moment donné, eh bien, c'est de rebondir sur ces talents pour pouvoir te permettre justement de rentrer en action. Waouh. Eh, mais sans vouloir te couper, là, j'étais un petit peu stressée, j'avoue. Et en t'écoutant, je me suis dit, ok, d'accord, je lâche prise. Et maintenant, je suis beaucoup plus confortable. Parce que là, je l'ai intégré vraiment pour moi et ça m'a fait un bien fou. Donc, vraiment, merci. Merci pour cette Plaisir. clé-là qui est très puissante et qui consiste on a confiance en nous. On n'est pas fait que d'inconfort. Il y a des situations qui nous mettent dans l'inconfort. Il faut pouvoir se souvenir de ce qu'on ressent quand on est dans notre zone de confort et activer ces leviers lorsqu'on se retrouve dans des situations d'inconfort. Exactement. C'est magique, ça. C'est une Exactement. clé qui est incroyable. Et moi, il y a un truc qui est très intéressant, puisque comme je le disais tout à l'heure, moi je suis un introverti. Et Oui. Depuis tout petit, j'ai voulu faire de la vente. Oui, La vente, c'est quand un même un introverti travail. qui fait de la vente. Exactement. Comment c'est C'est possible? quand même un travail d'extraverti. C'est Ouais. quand même quelque chose. Plutôt. Où on doit aller vers l'autre, on doit passer des coups de fil, Oui. on doit prospecter, on est tout le temps en communication et en relation. Oui. Et donc, c'est à force de me mettre en danger d'une certaine manière. Mhm. Moi, je me rappelle, je peux te raconter une anecdote. La première fois où je suis rentré dans une entreprise et il fallait passer des coups de fil, j'ai mis à peu près 2 jours pour passer le coup de fil. Parce qu'à chaque fois, alors à l'époque, Wow. bien sûr, il n'y avait pas de Oui. c'était pas digital. Donc, c'était Donc, je tournais le truc. le téléphone à fil. Exactement. et mon job, c'était de prospecter. Donc pendant 2 jours, vraiment, j'appelais, ça sonnait, je raccrochais. Ah oui. J'appelais, Ah, wow. ça sonnait, je raccrochais. Et à un moment donné, au bout de 2 jours, je me dis, mais il va falloir que tu fasses face à ça si tu veux rester dans l'entreprise. Donc, comment tu peux faire? Et du coup, j'ai eu une personne au téléphone. Donc, Oui. j'ai appelé et ça s'est très bien passé. Ah. Alors que je pensais que c'était le bout du monde, en réalité, de passer un coup de fil à quelqu'un que je ne connais pas pour proposer des produits que je ne connais pas forcément, puisque c'est le début. Oui. Et donc, j'ai eu cette personne, on a discuté. Ça m'a mis en confiance, du coup. Donc, on revient à cette notion. Oui. Donc, j'ai eu plus de facilité à passer mon 2e appel, mon 3e appel, mon 5e appel, etc., etc. Et ensuite, le téléphone n'a plus été un frein pour moi. Donc, tout ça, à chaque fois, c'est comme aller en clientèle. Oui. Tu vas en clientèle. Au début, je peux t'assurer que sous mon costume, c'était une douche. J'étais crispé. Tu Oui. es toujours, en fait, dans un mode où... tu te dis, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'as Oui. pas assez d'expérience. Syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, Voilà. qu'est-ce que je fais là? Je suis tout jeune, je suis en face d'une personne qui a 3 fois mon âge, Oui. elle a plus d'expérience, et c'est mieux que moi. Donc on se fait tous les scénarios, les fameux scénarios dont je te parlais quand j'étais petit. Oui. Finalement, on se fait tous ces scénarios dans plein de situations bien différentes. Maintenant, c'est comment je vais amadouer ces scénarios pour faire en sorte de faire mon job. Et lorsqu'on se met dans, c'est ce que dit un peu Jung, c'est les masques sociaux. Oui. À un moment donné, on change de masque, en fait. Et je suis rentré dans le masque du vendeur. D'accord. Et lorsque j'étais dans le masque du vendeur, j'étais un extraverti, en réalité. Lorsque j'étais en face d'un client, je faisais le job du vendeur. D'accord. Donc, c'est comment je vais pouvoir me mettre, comme en compétition, je suis dans le masque du compétiteur, de celui qui va gagner. Et pas qui veut gagner, qui va gagner. Oui. C'est important. C'est très important. Oui, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Et donc, dans tous les domaines de ma vie, d'une certaine manière, je suis allé dans cet état d'esprit de me dire quel masque je vais pouvoir utiliser pour être au mieux de ce que je peux donner. Wow. Et avec le temps, bien sûr, parce que c'est un peu ce que nous dit aussi Jung, l'ami de Freud, Oui. plus on va se rapprocher de son propre être, mais ça passe à travers l'expérience, ça passe à travers la maturité également qu'on a de ces expériences, qui fait qu'on ne va plus avoir besoin de dépenser de l'énergie Mhm. pour pouvoir coller à ce masque. Donc avec le temps, je pense maintenant, j'ai enlevé beaucoup de masques qui font que j'essaie d'être le plus bulinte possible. Wow. Congruence. L'alignement, exactement, c'est ça. Tu as dit, quand je t'ai écouté, ce que je retiens ce que j'ai retenu un moment, c'était le fait, tu étais devant ton téléphone au début quand tu commençais ta carrière de commercial. Tu ne connaissais pas les produits, tu
ne connaissais pas la vente, c'était quelque chose qui avait l'air mystérieux. Au final, est-ce que ce n'est pas le mystère qui qui nous renvoie le sentiment de on n'a pas confiance en nous? Parce qu'une fois qu'on sait, donc que la lumière est, il n'y a plus de peur. Quand tu as commencé à appeler les clients, tu t'es rendu compte que c'était pas la montagne infranchissable. Quand tu te mets dans la peau du champion, il n'y a pas de mystère. Tu es un champion. Et à ce moment-là, la situation que tu as en face de toi est plus ou moins maîtrisée. Il y a de la lumière. Et pourtant, si tu te mets dans la position de quelqu'un qui ne sait pas s'il va gagner, s'il va perdre, puisqu'il est dans l'incertitude, il y a une notion de mystère, il y a une notion d'obscurité, d'ombre. L'être humain n'est pas fait pour ne pas savoir, au final, parce que c'est ça qui crée le manque de confiance. Enfin, c'est ce que moi je comprends. Hein, Et je me dis, c'est pour ça que c'est important de s'entraîner. C'est pour ça que c'est important d'être en mouvement, d'essayer encore et encore, parce que à force, on développe des capacités qui nous donnent la possibilité d'avoir de la lumière à chaque fois. L'inconnu ne devrait pas nous faire peur. On devrait juste être capable d'y aller. C'est ce que je... C'est exactement ça, sauf que en réalité, le cerveau, il est programmé de cette sorte-là. C'est-à-dire que le cerveau, il est là pour nous protéger, quoi qu'il se passe. Et la protection, justement, lorsqu'il est face à un inconnu, il n'est plus dans la protection. Il est là pour nous protéger. En fait, il est là pour notre survie. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est imprévu, qu'il ne connaît pas, il se met en mode stress. Oh oui. Et donc, ça bloque. Et pour entrer dans la peau d'un sportif ou d'un vendeur ou d'un entrepreneur, peu importe, c'est effectivement cette notion de répéter et d'agrandir cette zone de confort qui va faire que à un moment donné, on n'aura plus besoin d'être... Alors, il y a sûrement d'autres interférences qui vont arriver, certes, mais il y a des choses, en fait, sur lesquelles on ne va pas se poser ou ça ne va pas être un frein. D'accord. À force de passer des coups de fil, il n'y a plus d'inconnu en réalité, parce que tu sais qu'en face, ce n'est pas un danger. Exactement. À force de faire de la compétition et répéter, c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on est dans le sport notamment, de faire plein de compétitions aussi, qui nous préparent à de grandes compétitions. D'accord. Parce que ça vient forger le cerveau, ça vient le programmer d'une certaine manière. Ça lui montre que ce moment, cette compétition n'est pas un danger, c'est quelque chose que tu maîtrises parce que tu as toute la répétition et les entraînements et tout ce que tu as pu investir de ta personne physique et mentale qui te permet de te dire « je suis prêt ». Et donc, je vais y aller en toute confiance. C'est à ça que sert la répétition, les entraînements. Exactement. Et puis, la répétition vient créer un chemin qu'on appelle neuronal, c'est la neuroplastie. Oui. Alors, on ne va pas faire de la neuroscience, mais c'est important parce que en réalité, quand tu commences à faire quelque chose, tu as un petit signal qui va d'un neurone à un autre. Et plus cette chose, tu vas la répéter. Et à un moment donné, ça va devenir ta nature, en réalité. Et c'est important de le prendre en considération. La répétition, au départ, c'est comme aller courir. Au départ, alors si tu vas courir 10 km alors que tu n'as jamais couru dans ta vie, ça risque d'être compliqué. Mais ça risque d'être compliqué pour ton cerveau. Il va te dire, tu ne vas pas envoyer les bons, ce qu'on appelle neurotransmetteurs, dopamine, endorphine, etc. Tu ne vas pas envoyer les bons signaux à ton cerveau. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas vouloir t'engager dans une course, aller faire un footing, le cerveau il va te dire, mais dis-moi, la dernière fois tu avais des courbatures, tu n'étais pas très bien, tu as eu mal aux jambes, tu as eu mal aux cuisses, tu as eu mal... C'est quoi l'intérêt en fait d'aller courir ? Alors que si tu y vas progressivement peut-être quotidiennement, quelques minutes, et que progressivement tu montes ta dose, tu vas envoyer des signaux qui seront complètement différents de satisfaction. Tu vas avoir de la dopamine, de l'endorphine, tu vas avoir plein de choses, de la sérotonine, du plaisir, en réalité, à faire ça. Mais souvent, les personnes aiment aller très vite, alors qu'il faut commencer tout petit et progressivement augmenter la chose. Est-ce que ce n'est finalement pas aussi une source d'échec ? C'est-à-dire, on veut aller tellement vite, on ne prend pas le temps d'être dans la progression, on ne prend pas le temps de faire les petits pas qu'il faut, et on veut tellement aller vite, on se projette tellement dans la finalité que l'on vit les étapes intermédiaires comme un échec. Alors, je vais te dire, en fait, en réalité, l'échec, c'est aussi un niveau de stress. C'est-à-dire que tu as
toi, ta personne, là où tu en es aujourd'hui, et ton objectif. Oui. D'accord ? Ton objectif, il est là. Et entre les deux, il y a un gap. C'est le gap du stress en réalité. Donc, c'est comment je vais faire en sorte de réduire ce gap. Ce D'accord. gap, tu peux le réduire seulement à partir, moi j'appelle ça les 4 P, c'est ce que tu as dit, la politique du plus petit pas. Oui. Donc, progressivement, tu vas pouvoir. Parce qu'à chaque fois que tu vas te dire, mon objectif il est là, et je n'y arrive pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais à un moment donné ? Tu lâches. Et je vais te donner un exemple qui est très concret et qui va parler à tout le monde, c'est les résolutions de fin d'année Mhm. ou de début d'année, j'en sais Ah rien. Les personnes partent avec un objectif incroyable et on se rend compte, d'ailleurs ce qui fait la grande joie des salles de sport, elles se rendent compte que fin janvier, tu as une grande partie, une majorité des personnes qui étaient parties sur des résolutions sportives en tous les cas, Oui. qui ne les tiennent pas. Parce qu'elles se sont mis un objectif comme je vais aller à la salle 3 fois par semaine, Oui. je vais faire ci, je vais faire ça, mais ça ne tient pas. Vas-y une fois. D'accord ? Si tu vois que tu commences à prendre du plaisir, tu vas de toutes les façons y aller une deuxième fois. Quelque chose qui te fait plaisir, c'est comme un repas. Si tu aimes manger chinois, japonais ou peu importe, Mhm. t'y retournes. Oui, bien sûr. C'est juste naturel. En fait, Oui. on a envie de se faire plaisir. Et en tant que sportif, moi, j'ai plaisir et je continue à m'entraîner très régulièrement. J'ai plaisir à me dépasser, j'ai plaisir à m'entraîner, j'ai plaisir à mettre mon corps en action, à continuer à le dépasser et à renforcer mon mental. C'est important. C'est important de me dire, aujourd'hui j'ai 50 ans, c'est important de me dire à 50 ans, j'ai la capacité de me mettre en face de personnes qui en ont 25 Oui. et d'avoir une forme physique et mentale qui me permet parfois d'être à leur niveau aussi. Mais Oui. c'est un travail. C'est un C'est un travail. travail, c'est de la régularité. Oui. C'est de Ah la oui. répétition. Régularité, répétition, La action. régularité. Donc finalement, on va dire qu'une des clés pour... alors, j'ai pas envie de dire pas éviter l'échec, pas éviter les épreuves, mais en tout cas une manière de bien vivre les choses, de mieux vivre les choses, c'est d'appliquer la politique des petits pas. Oui. Progressivement. On apprend, on éduque notre cerveau à, comment dire ça, à l'effort, à ouvrir sa zone de confort, élargir sa zone de confort pour pouvoir en tout cas accepter des moments inédits, d'inconnus et les embrasser avec en tout cas le plus de confort possible. Est-ce qu'on peut parler du syndrome de l'imposteur ? Bien sûr. À quel moment ce faux ami, quelle est la pire situation dans laquelle le syndrome de l'imposteur t'a mise ? Le syndrome de l'imposteur, alors je l'ai eu dans beaucoup de cas dans ma vie, en vrai. Je l'ai eu dans beaucoup de cas parce que j'étais dans des environnements qui étaient, où il y avait des personnes qui étaient d'un certain niveau, Oui. Notamment dans ma carrière professionnelle. Je ne parle pas de ma carrière sportive puisque je l'ai vécu différemment et je me suis toujours senti à ma place parce que je me suis entraîné pour et j'ai tout fait pour. En revanche, dans la carrière professionnelle, j'ai dû faire face parfois à des clients qui avaient, comme je le disais tout à l'heure, 2 fois, 3 fois mon âge. Oui. Parfois des personnes avec de très grandes études. Et donc, je me suis senti être dans le syndrome de l'imposteur à des périodes comme cela. D'accord. Ensuite, je suis revenu à moi-même et je me suis dit, eux, ils ont effectivement fait ça, mais moi, de mon côté, il y a des choses qu'ils ne pourront jamais atteindre de leur vie. Et donc, ça m'a mis en confiance en réalité. D'accord. Et je me suis je ne sais pas comment on dit ça, mais auto-coaché en me disant, si eux, ils ont ça, moi, j'ai de mon côté mes talents, j'ai des choses qu'ils n'arriveront jamais à faire non plus. Tu vois, bon, c'est de l'auto... c'est un En peu fait, finalement, auto-encensé. le fameux se connaître, connais-toi C'est ça. toi-même. C'est qui le dit d'ailleurs ? Blaise Pascal qui dit il faut se connaître. À défaut de ne pas avoir la vérité, cela permet au moins de se régler soi-même. Exactement. Et en ça, c'est important de se connaître, quoi. C'est important de se connaître et c'est important de se remettre en question. C'est-à-dire Oui. que parfois, lorsqu'on est dans des situations où on peut être amené à être dans ce syndrome de l'imposteur, qui est un syndrome qui est pas bon parce que en fait, ça nous bouffe en énergie. On a tout le temps besoin de montrer qu'on est à notre place. Et pour ça, on travaille beaucoup plus que les autres, on se donne beaucoup plus que les autres, on n'est pas bien dans sa peau. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, pas mal de personnes sont en dépression, en épuisement ou en burn-out. Oui. C'est par ce syndrome de l'imposteur. Donc, à partir du moment en fait, où on arrive à revenir à soi, Oui. à prendre soin de soi, à remettre les pieds sur les fameux talents de ce que j'ai déjà réalisé dans ma vie, qu'est-ce qui fait que tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie aujourd'hui ne soit pas une force et un moteur pour ce que je vais réaliser à partir de maintenant. Wow.
C'est important de se poser la question. C'est important. Parfois, on a l'impression d'être un raté parce qu'on a échoué un truc. Mais non, on n'est pas raté. On ne doit pas mettre un échec comme étant notre personnalité. Vous voyez ? Oui, on ne doit pas, Ce que on tu veux doit dire, on pas, doit pas s'identifier à un échec. Oui. C'est pas parce qu'on a raté un truc qu'on est raté par ailleurs. Non, Oui. on a peut-être raté un truc bien particulier. Maintenant, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire pourquoi ça a raté ? Qu'est-ce que j'apprends de ça ? Comment maintenant je peux éviter la prochaine fois que je retombe dans telle ou telle situation, Oui. de revivre le même échec ? Peut-être que je vais en vivre d'autres, Mhm. d'accord, mais pas celui-ci. Sinon, l'échec n'a pas de sens. Si on n'apprend Exactement. pas, ça n'a pas de sens. En plus, on est, alors, en France notamment, je trouve qu'on est dans une culture où l'échec n'est pas forcément très bien assimilé, très pas du bien tout. compris. Oui. Lorsqu'on a échoué, on nous met dans une case en réalité. Et moi, je m'inspire beaucoup des États-Unis parce que le développement personnel est beaucoup plus travaillé ou en avance en tous les cas par rapport à la France. Et c'est vrai que cette notion d'échec aux États-Unis, et je crois que c'est une culture aussi, elle est vue complètement différemment. On va plutôt encenser des personnes qui ont échoué parce que ces personnes, si elles ont échoué, c'est qu'elles ont normalement maturé également une certaine réflexion qui leur permet de grandir. Il y a vraiment ce différentiel en fait, en réalité. Ah oui, culture De se totalement dire d'un différente. côté, il y a une culture qui va plutôt t'enfoncer parce que tu as échoué, et Alors de l'autre que- côté, tu as une culture qui va plutôt t'élever Oui, parce que tu as échoué et parce que tu as eu le cran de te mettre en action et donc d'échouer. Parce que échouer, c'est se mettre en action aussi. exactement. Si tu fais rien, que tu es en face de Netflix toute la journée, t'échoues pas grand-chose. Ou si, enfin, t'échoues ta vie. Ça, c'est autre chose. Tu passes à côté de ta vie. Voilà. En tout cas, si on va utiliser la fameuse phrase américaine « échoue vite et fais vite Exactement. Échoue le plus rapidement possible. » Oui, Prends de l'expérience le plus rapidement possible. Forge-toi le plus rapidement possible. Parce que ça va t'aider toute ta vie en réalité. Et c'est un état d'esprit. Je pense que c'est un vrai état d'esprit oui. de se dire, je rentre dans une voie. Dans cette voie, l'échec va sûrement être une étape. Forcément. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est pas possible. Bien sûr. Ça sera peut-être un échec avec les personnes avec lesquelles nous allons travailler. Ce sera peut-être un échec avec le projet que nous avons. Ce sera peut-être un échec avec les clients que nous allons aborder. Oui. Mais ok, très bien. Et c'est comme un peu mon histoire de comédien. À un moment donné, c'est de se dire, est-ce que je suis dans la bonne voie ? Oui. Peut-être aussi. Il y a des gens qui sont là, qui poussent des choses, mais qui ne sont pas faites pour elles. Et j'en rencontre. Elles ne sont pas faites pour toi. Donc, essaie peut-être de voir d'autres choses dans lesquelles tu vas exceller. Tu vas gagner en confiance. Parce que là, tu es en train de te détruire en réalité. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être changer, modifier, revenir à toi ? Prendre du temps pour réfléchir sur qui tu es, ce que tu veux vraiment dans la vie, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, qu'est-ce qui te touche vraiment, pas ce qui touche les autres, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a beaucoup qui échouent parce que ils sont induits par l'environnement, par les parents, par plein de choses. Et je rencontre aussi beaucoup de personnes comme ça qui sont aujourd'hui dans des métiers dans lesquels ils prennent pas de plaisir. Et ces métiers ont été induits par leurs parents principalement parce qu'il y avait le regard des autres, parce que oui, principalement le regard des autres. Oui. Ou bien parce que les parents auraient aimé réaliser certaines choses qu'elles n'ont pas réalisées. Oui. Donc du coup, elles projettent leur réussite à travers leurs enfants. Mais est-ce que c'est une bonne manière de faire ? Je ne sais pas. À chacun, en tout cas, de À chacun. s'approprier ces conseils que tu viens de donner Exactement. et de se dire quel est le choix que je fais pour ma vie. Exactement. Moi, j'ai pas de leçons à donner. On a déjà assez sur nos épaules, je pense. Donc, j'ai pas forcément de leçons à donner. Moi, la seule chose que je peux donner, c'est mon expérience Oui. de vie, qui peut être universelle ou pas, que chacun peut s'approprier ou pas. En tous les cas, il y a des règles de vie comme se mettre dans l'action, comme tomber, c'est normal. C'est normal, faut pas en faire tout un drame. Il y a des choses qui sont Bien plus grave. bien plus graves. Donc, c'est pas parce que un client vous a raccroché au nez que c'est la fin du monde. C'est pas parce que votre copine vous a lâché que c'est la fin du monde. C'est pas parce que vous ne vous entendez pas aujourd'hui avec votre famille que c'est la fin du monde. Oui. Essayez de trouver des moyens, des solutions plutôt, pour pouvoir aborder les choses peut-être différemment. Peut-être changer de scénario dans sa tête aussi, c'est important. Souvent, les échecs sont dus à ça, parce qu'on Oui. se crée des scénarios. Et ces films, c'est comme lorsque vous vous lancez dans... Vous vous projetez dans quelque chose et en réalité, lorsque vous êtes face à cette chose, ça peut être un interview, ça peut être, peu importe, un entretien professionnel, Mhm. vous vous rendez bien compte, ou bien une rencontre, vous vous rendez bien compte que tous les scénarios que vous aviez en tête ne se réalisent pas. Ouais.
C'est comme toutes ces peurs. On a peur de quelque chose. Et à 95% des cas, en réalité, il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir peur. Exactement. Merci Bulinte. On arrive à la toute dernière partie de cette émission. Et également, passage obligatoire. Je l'appelle le True Talk, parlons vrai. Et dans cette partie, je dis souvent, on ne s'est pas fait tout seul. On est la somme de rencontres, d'un écosystème. Quelle est la pire situation dans laquelle je les appelle les détracteurs, c'est-à-dire des personnes, le visage de l'épreuve? Quelle est la pire situation dans laquelle ces personnes t'ont mise? La pire des situations. Donc là, si j'ai bien compris, tu veux connaître un moment dans ma vie Oui, ou des gens, des personnes, ou une situation, moi, je ne sais pas, quelque chose qui t'a mise vraiment dans la colère. Oui, en tout cas dans une situation que toi tu estimes être une épreuve. Ça peut être la colère, ça peut être c'est selon ton paradigme à toi. Alors moi j'ai une situation. L'injustice pour moi est quelque chose d'important. Je n'aime pas la notion d'injustice. J'aime bien la justesse. Oui. L'équilibre, la justesse, c'est des paroles qui sont importantes pour moi, c'est des mots importants. Et dans mes premières années de coaching, j'ai travaillé avec des personnes de grande renommée dans le coaching. D'accord. Je voulais avoir des raccourcis, en fait. Et je me suis dit, en me mettant avec eux, en travaillant avec eux, ça va me permettre de passer tout de suite à un autre niveau. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là m'ont mis dans des situations qui n'étaient pas du tout alignées avec moi-même, qui ne m'ont pas du tout aidé. Alors, ça m'a aidé, bien sûr, parce que je me suis dit, à partir de maintenant, je vais continuer à faire les choses différemment et je vais prendre un peu de distance par rapport à ces personnes qui ont la renommée. Je ne vais pas citer de nom. Donc, oui. On ne cite pas des contemporains. Voilà, exactement. Mais elles m'ont mis dans des situations en fait, délicates avec parfois mon entourage, parce que je sollicitais mon entourage à travers eux. Elles m'ont mis dans des situations délicates moralement, mentalement aussi, à me poser des questions et à me dire, mais est-ce que c'est ça le coaching ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que ces personnes sont vraiment alignées comme elles le disent ? Et est-ce que j'ai envie d'être ça ? Donc ça a été peut-être une bonne étape aussi pour moi. Donc ça a été un échec, un vrai échec, où je me suis posé beaucoup de questions. Mais en même temps, ça a été finalement... Et ça revient toujours à la même chose en réalité. Qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vit ? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous donne ? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces expériences qui viennent à nous, qu'on le veuille ou pas ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les met dans un coin et on essaie de se dire on vit avec, ou bien on essaie de les analyser pour essayer d'en faire ressortir peut-être quelque chose qui pourrait nous permettre de créer un moteur pour avancer différemment dans la vie. Wow. Un homme ou une femme providence qui t'a ouvert la porte, qui a vu ce grain de folie qui t'anime et qui s'est dit lui il n'est pas pareil, je lui ouvre la porte, je prends le risque pour lui. Alors moi j'ai eu cette femme en équipe de France. Oui. L'entraîneur, on dit, de l'équipe de France, qui s'appelle Zhang Shaoyan, qui est la personne qui m'a entraîné pendant très longtemps. Elle m'a ouvert la porte de l'équipe de France et j'ai continué avec elle. Donc ça a été vraiment un tremplin, que ça soit dans la compétition, que ça soit dans la démonstration, puisqu'on a fait, j'ai eu la chance de faire Festival de Bercy, 35 000 personnes, enfin vraiment des choses. En fait, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes et ça m'a forgé. Dans l'art, j'allais dire la générosité, mais c'est pas ça en réalité. C'est d'ouvrir moi aussi à mon tour la porte à toutes les personnes qui en ont besoin déjà et en qui j'ai envie de donner confiance. Je pars toujours du postulat que la personne en face de moi elle est bonne et si elle a envie de réussir quelque chose, si moi je peux mettre juste un grain de sable pour qu'elle puisse réussir. Vraiment, j'en suis le plus heureux. J'en ai bénéficié. C'est avec grand plaisir. Je vais terminer avec une dernière question. Bien sûr. C'est quel est le titre du film qui résumerait parfaitement ta personnalité ? Peu importe ce qui se raconte. Moi, je sais. Enfin, je prétends le savoir. Mais pour toi, quel est le titre du film qui résume le mieux ta personnalité ? Ma personnalité ? Oui. Alors, je vais prendre un film au hasard, mais
qui est pas très philosophique, mais pourquoi pas, je pense qu'il y a pas mal de leçons à prendre dedans. C'est Stallone. Voilà, je vais prendre, D'accord. Rambo. On va prendre Rocky plutôt. Rocky. D'accord. La J'aurais dit, persévérance. moi, je suis très caricaturale là pour le coup. Kung Fu Panda, 1, 2, 3. 3 films en un. On m'appelle souvent le Kung Fu Panda d'ailleurs. Voilà, moi je me suis dit, mais quand j'écrivais le conte, je me suis dit, mais c'est vraiment, on dirait, comme d'un Kung Fu Panda. Exactement. Voilà, en tout cas, s'il fallait que je te souhaite quelque chose, Bulent, pour la suite, qu'est-ce que ce serait? Une bonne santé et être bien entouré. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. WeTalk, votre épisode de ce jour est terminé. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a inspiré, je vous invite à laisser des commentaires, des likes, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Je serai ravie de vous lire. Ça se passe sur Instagram, WeTalk-8 TV. À très bientôt.